Bonsoir à tous, il est 19h, voici les titres de votre journal. Président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale a procédé aujourd'hui à un remaniement ministériel. Les détails dans un instant. Président de la République a reçu aujourd'hui la présidente du Conseil de la Fédération de Russie, Valentina Matvienko. Nous l'écouterons dans un instant. Au deuxième jour de sa visite en 6e région militaire, le général d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a supervisé l'exécution d'un exercice tactique avec munitions réelles intitulé Asefa Teritin 2023. La sécurité alimentaire et le développement de la culture du blé dur en Algérie au cœur des travaux du forum organisé par le CREA. Il a été question de souveraineté alimentaire en Algérie. Nous écouterons le Premier ministre tout à l'heure. Comment compter sur les entreprises algériennes pour réussir notre stratégie nationale de transformation numérique et digitale? Nous écouterons les participants à la 3e édition d'ICT Maghreb. Dans l'actualité internationale, il ne passe pas un jour sans que de nouvelles révélations enfoncent un peu plus le Maroc. Dans l'affaire d'espionnage Pegasus, une commission parlementaire européenne a auditionné aujourd'hui des journalistes français qui ont enquêté sur ce scandale. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Tout d'abord, le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, et conformément au décret 33-119, et après avoir consulté le Premier ministre, il a procédé à un remaniement ministériel. On écoute le porte-parole de la présidence de la République, Samir Agoun. أجرى اليوم السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني اليوم الخميس 16 مارس 2023 الموافق ل 23 شعبان 1444 هجرية تعديلا حكوميا عين بموجب المرسوم رقم 23119 بعد استشارة الوزير الأول السادة الآتية أسماؤهم: أحمد عطاف وزيرا للشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، إبراهيم مراد وزيرا للداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، عبد الرشيد طبي وزيرا للعدل حافظا للأختام، العزيز فايد وزيرا للمالية، محمد عرقاب وزيرا للطاقة والمناجم، العيد ربيقة وزيرا للمجاهدين وذوي الحقوق، يوسف بالمهدي وزيرا للشؤون الدينية والأوقاف، عبد الحكيم بالعابد وزيرا للتربية الوطنية، كمال بيداري وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، ياسين ميرابي وزيرا للتكوين والتعليم المهنيين، سوريا مولوجي وزيرة للثقافة والفنون، عبد الرحمن حماد وزيرا للشباب والرياضة، مريم بن ميلود وزيرة للرقمنة والإحصائيات، كريم بيبي تريكي وزيرا للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، كوثر كريكو وزيرة للتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، علي عون وزيرا للصناعة والإنتاج الصيدلاني، محمد عبد الحفيظ هني وزيرا للفلاحة والتنمية الريفية، محمد طارق بالعريبي وزيرا للسكن والعمران والمدينة، الطيب زيتوني وزيرا للتجارة وترقية الصادرات، محمد بوسليماني وزيرا للاتصال، الأخضر رخروخ وزيرا للأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، طه دربال وزيرا للري، يوسف شرفة وزيرا للنقل، مختار ديدوش وزيرا للسياحة والصناعة التقليدية، عبد الحق سيحي وزيرا للصحة، فيصل بن طالب وزيرا للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بسمع زوار وزيرة للعلاقات مع البرلمان،
فايزة دحلب وزيرة للبيئة والطاقات المتجددة، أحمد بيداني وزيرا للصيد البحري والمنتجات الصيدية، ياسين المهدي وليد وزيرا لاقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، والسيد يحيى بخاري أمينا عاما للحكومة. كما عين السيد رئيس الجمهورية كل من السيد عبد العزيز خلف وزيرا للدولة مستشارا لدى رئيس الجمهورية، السيد محمد ندير العرباوي مديرا لديوان رئاسة الجمهورية. Et par ailleurs, Kamal Zik et Houssine Charhabil sont appelés à d'autres fonctions. Le président de la République a reçu aujourd'hui la présidente du Conseil de la Fédération de Russie, Valentina Matvienko. L'audience s'est déroulée au siège de la présidence de la République en présence du président du Conseil de la Nation, Salah Goudjil, du directeur de cabinet à la présidence de la République, Abdelaziz Khalef, du secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et la communauté nationale à l'étranger, Ammar Bellani, et de l'ambassadeur de la Fédération de Russie à Alger. Après cette audience, la présidente du Conseil de la Fédération de Russie a fait cette déclaration. Je vous propose de l'écouter. Уважаемые коллеги, только что завершилась очень... Nous nous sommes entretenus longuement avec le président de la République. Je suis très honoré d'être reçu en cette audience pour évoquer des questions bilatérales d'intérêt commun. Nous avons passé en revue plusieurs questions internationales et régionales. Le président de la République connaît les relations bilatérales dans les moindres détails, notamment celles relatives aux différents domaines de coopération. Et il a sa propre vision sur la situation internationale. J'ai remis à Monsieur le Président de la République un message de son homologue russe, l'invitation officielle à effectuer une visite en Fédération de Russie, ainsi qu'une autre invitation officielle pour participer au deuxième sommet Russie-Afrique. Pour la Russie, l'Algérie est un partenaire sûr et très important dans le continent africain. Nous entretenons d'importantes relations dans le domaine commercial et économique. J'ai exprimé au président Tebboune mes vifs remerciements pour la position pondérée de l'Algérie vis-à-vis des événements au niveau régional et international et pour son attachement aux bonnes relations avec la Fédération de Russie. Il est très important pour nous de préserver nos relations dans ce contexte. Nous avons de très grandes opportunités pour diversifier nos relations, à commencer par le secteur de l'énergie, le transport, l'agriculture, la construction des infrastructures, l'enseignement, la culture et l'industrie pharmaceutique. Nous aspirons à réaliser d'importants projets pour le bien des deux parties. Notre coopération n'est pas contre un pays tierce, mais nous voulons servir nos intérêts et nos relations à travers cette coopération. La relation bilatérale entre nos deux pays a un rôle très important dans la stabilité et l'équilibre du marché énergétique mondial. Nous coopérons intensément dans le cadre de l'OPEC+, et dans le cadre du Forum des pays exportateurs de gaz. Comme vous le savez, l'Algérie souhaite rejoindre les BRICS et nous, en Russie, souhaitons cette démarche. Nous partageons avec l'Algérie le principe de la non-ingérence dans les affaires internes des pays et le droit des peuples à l'autodétermination. La Russie et l'Algérie soutiennent le principe d'un monde multipolaire plus juste et plus démocratique, ce qui constitue une véritable base solide pour une coopération aux différentes instances internationales, notamment l'ONU. Je suis sortie de ma rencontre avec le président de la République avec de très bonnes impressions qui confirment ma conviction qu'à travers le monde, il y a des hommes politiques avec qui il nous sera possible d'édifier un nouveau monde plus démocratique et plus juste. Valentina Matvienko a été reçue par le président du Conseil de la Nation, Salah Goudjil. La présidente du Conseil de la Fédération de Russie a été reçue par le président de l'Assemblée populaire nationale, Brahim Bourali.
Et auparavant, la présidente du Conseil de la Fédération de Russie a déposé une gerbe de fleurs à Maqam Shahid, à la mémoire des martyrs de la Révolution nationale. Dans l'actualité de ce jeudi, au deuxième jour de sa visite en 6e région militaire, le général d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a supervisé aujourd'hui au niveau du secteur opérationnel d'Ingezem l'exécution d'un exercice tactique avec munitions réelles intitulé Asifa Teririn 2023. Les détails avec Yanis Belkacem. Le général d'armée a suivi en compagnie du général-major Mohamed Ajroud, commandant de la 6e région militaire, un exposé présenté par le commandant du secteur opérationnel d'Ingezem portant sur l'idée générale et les étapes de déroulement de l'exercice. Au niveau du champ de tir du 10 secteurs opérationnels, le général d'armée a suivi de près les actions de combat exécutées par les unités terrestres et aériennes engagées. Ces actions se sont caractérisées par un professionnalisme élevé durant toutes les étapes du déroulement de l'exercice et par un niveau tactique et opérationnel qui confirme la rigueur dans la conduite des opérations, aussi bien sur le plan de la planification que de l'exécution, et reflète les compétences des cadres en termes de montage et de conduite des différentes opérations de combat, ainsi que le savoir-faire et la capacité des personnels à maîtriser les divers systèmes d'armes et équipements en dotation, contribuant ainsi à l'atteinte des objectifs tracés. لحدودنا الوطنية. Cet exercice tactique avec munitions réelles vise à mettre à l'épreuve l'aptitude au combat des unités de ce secteur opérationnel, mais aussi à entraîner les commandements et les états-majors dans le domaine de la planification, la préparation, l'organisation et l'exécution des opérations dans les conditions réelles du champ de bataille. لتصاب الأهداف بدقة عالية.
من شهداء الأبرار الذين ضحوا بأعز وأنفس ما يملكون والمرصعة بأسمى معاني الوفاء والبطولة والتضحية. لحماية مقاتلتين أخرتين بتوجيه دائم ومتواصل. À l'issue, le général d'armée a félicité les personnels des unités ayant pris part à cet exercice pour les efforts consentis durant la première phase de l'année de préparation au combat 2022-2023, ainsi que lors des diverses étapes de préparation et d'exécution de cet exercice qui a été couronné par des résultats probants, traduits par la précision des tirs aux différentes armes et la coordination entre les unités et armes engagées. Le général d'armée a exhorté l'ensemble des personnels à mettre à profit les résultats obtenus dans le développement des performances opérationnelles du corps de bataille de l'armée nationale populaire. Enfin, le général d'armée a inspecté les formations militaires et unités ayant participé à cet exercice. Le commandement des forces aériennes a organisé hier au Cercle national de l'armée à Bni Messous, dans la première région militaire, un colloque national sur le thème « Rôle des moyens aériens dans la lutte contre les feux de forêt ». La rencontre, dont l'ouverture des travaux a été présidée par le général-major Mahmoud Laraba, commandant des forces aériennes, a vu la participation de tous les acteurs activant dans la lutte contre les feux de forêt, à l'instar des cadres du département des hélicoptères, du commandement des forces aériennes, des représentants de la protection civile, de la Direction générale des forêts, de l'Agence spatiale algérienne, de l'Agence nationale des barrages et transferts, ainsi que l'Office national de météorologie. Plusieurs conférences ont été animées par des experts pour mettre la lumière sur les moyens aériens et leur utilisation de manière efficiente lors des opérations de lutte contre les feux de forêt, ainsi que l'utilisation des satellites dans la surveillance et la lutte contre les départs de feu. Autre titre de l'actualité de ce jeudi, le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman a procédé aujourd'hui au Centre international des conférences à l'ouverture des travaux du Forum sur la sécurité alimentaire en blé dur qui se tient sous le haut patronage du président de la République, un forum organisé par le Conseil du renouveau économique algérien. Et lors de son intervention, le Premier ministre est revenu sur la stratégie de notre pays pour assurer sa sécurité alimentaire. Je vous propose d'écouter sa déclaration. Vous avez tous constaté qu'au mois de juillet 2022, l'État a concrétisé les engagements du président de la République à travers l'inauguration de la Banque nationale des semences. Les efforts se poursuivent pour le parachèvement de la Banque nationale des jeunes d'ici la fin du mois de juin 2023. Il s'agit là d'un grand pas que l'Algérie franchit pour la première fois depuis l'indépendance et d'un élément important pour l'indépendance alimentaire et la sécurité stratégique de l'Algérie.
Il faut assurer l'accompagnement qui se doit à la production en mettant en place les infrastructures de stockage nécessaires. À cet effet, l'État algérien a décidé de doubler les capacités de stockage vers la fin de l'année 2023. La sécurité alimentaire et le développement de la culture du blé dur en Algérie étaient au cœur de cette rencontre organisée par le CREA. Il a été également question de comment développer la culture du blé dur en milieu saharien. Couverture signée Yasmine Messaouti. Accroître la production nationale en blé dur, une priorité relevée lors de ce forum consacré à la sécurité alimentaire en la matière. Plusieurs thématiques ont été abordées, notamment les mécanismes à mettre en place dans le pays pour atteindre l'autosuffisance en blé dur, la mondialisation et la sécurité alimentaire. Présents lors de cette rencontre, les agriculteurs ont fait part des problèmes rencontrés sur le terrain qui entravent le bon déroulement de leurs activités. Les problèmes qui se posent pour les agriculteurs, la semence, le matériel agricole pour les préparations, les engrais, ça coûte 3 quintaux de blé, 1 quintot d'engrais. Les agriculteurs rencontrent aussi des difficultés en termes de facteurs de production, notamment dans trouver les semences de qualité, dans les délais, etc. Ça aussi, c'est une contrainte. Les fertilisants. Aujourd'hui, les fertilisants sont devenus, aujourd'hui, je dirais presque la croix et la bannière. L'État accorde un intérêt particulier aux recommandations de cette rencontre, des recommandations qui seront minutieusement examinées pour enrichir les options qui se présentent en matière de participation des acteurs nationaux à la réalisation de la souveraineté nationale en adhérant à une logique d'économie diversifiée intégrée dans les chaînes de valeur mondiales. Vous savez, on a ramené donc il y a tous les intervenants qui sont aujourd'hui, que ce soit les opérateurs économiques, des universitaires, des chercheurs, donc pour pouvoir parler d'un sujet qui est important et sortir avec des propositions, des résolutions pour espérer passer à l'autosuffisance. L'État met les moyens. Il faut juste être patient. Une fois que les mécanismes seront mis en place et que ça prenne la route, cela servira énormément l'Algérie et on pourrait parler réellement d'exportation de produits algériens. En marge de ce forum, un mémorandum a été signé entre une entreprise privée spécialisée dans la transformation de blé dur et une entreprise italienne. Un projet pilote qui permettrait un partage d'expériences et l'amélioration du rendement en blé dur. Et pour atteindre cette souveraineté alimentaire, plusieurs mesures sont prises, à commencer par augmenter les espaces irrigués dans la céréaliculture. Selon les experts, il faudrait également augmenter les surfaces destinées à la culture du blé dur. Les détails avec Malika Bellel. Déterminée à assurer sa sécurité alimentaire, l'Algérie est en train de satisfaire 75% des besoins de consommation nationale. Aujourd'hui, notre pays s'engage plus que jamais à relever le défi, celui d'augmenter ses capacités de production dans la filière de la céréaliculture. L'Algérie envisage d'ici 2025 d'augmenter les espaces irrigués dans la céréaliculture de 800 000 hectares. Et cela va augmenter sans aucun doute la production et la productivité par hectare. L'agriculture aujourd'hui, elle produit environ 4 500 milliards de dinars de valeur ajoutée, ce qui est très intéressant, soit une augmentation de 38% par rapport à l'année 2021. Donc cela montre que le secteur agricole est très actif en termes de création de valeur ajoutée, mais aussi de création d'emplois, étant donné qu'il emploie 2,7 millions de personnes. Aujourd'hui, l'Algérie dispose d'un potentiel important, surtout en ce qui concerne l'agriculture saharienne, pour développer la filière céréalière. Pour les experts, désormais, il est plus que nécessaire d'augmenter la production nationale et réduire le poids de la facture alimentaire, notamment en ce qui concerne l'importation de céréales.
Le blé dur, je pense qu'il a une productivité assez importante en Algérie, étant donné qu'il s'adapte aussi, il est adapté à notre climat. Donc, en tout cas, il faudrait non seulement développer tout ce qui est recherche et développement qui est lié à la semence, parce qu'il faut avoir une autonomie aussi en termes de la semence, mais aussi il faut agir en termes de produits phytosanitaires, augmenter les subventions à l'égard de l'agriculture, de la céréaliculture, en termes de respect d'itinéraires techniques. L'augmentation des espaces cultivés, l'irrigation des terres agricoles, l'augmentation du niveau de la mécanisation, la formation des agriculteurs, des actions structurelles que les professionnels appellent à mettre en place afin d'assurer la sécurité alimentaire de notre pays. Et comment assurer la sécurité numérique maintenant de notre pays? Une autre question qu'on pose ce soir. On vous parle des capacités des entreprises algériennes dans le domaine de la digitalisation. La 3e édition d'ICT Maghreb s'est clôturée aujourd'hui. Elle a constitué une occasion pour aborder plusieurs thématiques importantes à la transition numérique entamée par notre pays. Parmi les exposants, des sociétés algériennes, de pays africains et de Russie. Reportage de Bedia Ahmadi. Spécialisées dans les solutions informatiques, la digitalisation et la cybersécurité, les entreprises qui ont participé au Salon international des technologies de l'information et de la communication ont permis aux spécialistes et aux visiteurs de faire une mise à jour des nouvelles tendances et technologies de pointe. La cybersécurité est devenue un sujet très important. C'est parce que en fait, plus on numérise, plus on a besoin de sécuriser. Et vous savez qu'on est en phase de transformation numérique, donc forcément, on accompagne la numérisation, mais qui doit être aussi, il faut sécuriser. Il faut avoir une stratégie nationale en matière de cybersécurité. Nous sommes prestataires de services informatiques présents sur le marché algérien depuis 10 ans. Nous accompagnons nos clients dans la mise en place de leur infrastructure. On est en train de voir, de négocier avec les exposants étrangers qui sont présents dans ce salon pour pouvoir en fait présenter nos solutions dans leur pays. Autre maillon fort de notre écosystème numérique, les startups, qui étaient nombreuses à cette 3e édition d'ICT Maghreb. Elles ont proposé des solutions et des services innovants. Aujourd'hui, on présente dans ce salon les dernières nouveautés, telles que par exemple la borne interactive libre service qui permet de faire des prises de commandes chez les restaurants ou les fast-food et enchaîné par le paiement. Aujourd'hui, après 6-7 ans d'existence, hormis les années Covid, on est à 80 employés, spécialistes de la transformation digitale et maîtrisant toute la chaîne de production allant du traitement physique, numérisation, traitement d'images, indexation, jusqu'à la mise en place de solutions de gestion électronique des documents. Et vraiment fier d'être attributaire de projets de numérisation de fonds culturels de la Bibliothèque nationale, dans l'objectif de donner cette matière numérisée au profit des chercheurs. ICT Maghreb, dans sa 3e édition, représente un rendez-vous incontournable pour les spécialistes du secteur pour chercher de nouveaux marchés et nouer des partenariats avec des entreprises étrangères. Nous sommes bien impressionnés par l'intérêt que les sociétés algériennes portent vers la Russie, les sociétés qui viennent de la Russie et les perspectives de collaboration avec les sociétés algériennes sur le marché algérien, aussi bien que sur le marché russe. Donc notre société, c'est une compagnie de conseil qui fournit de l'équipement, qui fournit des solutions, soit clé à la main, soit dans la partie dont les clients ont besoin. Si à travers cette inauguration, on voit l'implication de l'État algérien et pour un petit peu aider l'écosystème du numérique et de le pousser vers réellement en avant. Et maintenant, à travers tous les investissements qui ont été réalisés à ce jour par l'État algérien, donc les infrastructures de base, il est temps, c'est le message fort qu'on a entendu, il est temps de rentabiliser tous ces investissements. Au moment où l'Algérie se prépare à entamer sa mue numérique et digitale, les entreprises algériennes ont plus que jamais besoin de nouer des partenariats stratégiques avec des firmes mondiales spécialisées dans la digitalisation, le numérique et la cybersécurité.
Dans l'actualité internationale, l'affaire Pegasus n'en finit pas de défrayer la chronique en Europe. En interrogeant des journalistes français qui ont enquêté sur cette affaire d'espionnage, les parlementaires européens ont mis à nu une affaire d'espionnage digne de la guerre froide. Les parlementaires européens ont posé les questions qui dérangent pour lever le voile sur cette affaire sordide. Correspondance signée à Afef Bleuchette. Je dirais même que l'hypervigilance à laquelle nous obligent ces systèmes de cybersurveillance relèvent elles-mêmes d'une forme de violence et de l'entrave au libre exercice de notre métier. La voix de Rosa Moussaoui incarne celle de toutes les victimes visées par le logiciel d'espionnage Pegasus. Un scandale d'États au pluriel révélé par l'enquête journalistique internationale du consortium de journalistes de Forbidden Stories en 2021. Nous avions identifié alors les numéros d'au moins 180 journalistes, 600 hommes et femmes politiques, autour de 85 militants des droits humains, 65 chefs d'entreprise sur environ 3500 numéros de téléphone que nous avons été en mesure d'identifier. Ce qu'on voit, c'est que cette utilisation de sous-traitants par des services de renseignement n'est peut-être pas nouvelle, mais on a appelé ça, nous, on assiste aujourd'hui à ce qu'on appelle une ubérisation en fait, de l'espionnage. Parce qu'on a une prolifération d'entreprises plus ou moins secrètes qui proposent des services qui étaient historiquement régaliens. En fait, c'était des États qui avaient ces moyens-là. C'est dans ce cadre que tous deux ont été auditionnés par la commission d'enquête PEGA du Parlement européen pour soulever les zones d'ombre, alors que l'omerta semble être le mot d'ordre des gouvernements européens, la France en tête, bien que son chef d'État fût lui-même espionné grâce à ses alliés israéliens pour le compte de ses alliés marocains. Pourriez-vous nous parler de la hiérarchie des réactions gouvernementales après vos révélations? Le gouvernement français est censé vous protéger contre ce genre d'attaque. Donc, dans le droit fil de ce qu'avait demandé M. Sikorski, est-ce que vous pensez que l'État français en fait suffisamment pour protéger ses citoyens? La question d'institutions attaquées, de personnalités politiques françaises attaquées, où on nous a répondu, enfin quand je dis on, aux journalistes et aux médias, on prend en compte ce que vous écrivez, si jamais c'est avéré, c'est extrêmement grave et nous allons enquêter. Si ces faits étaient avérés, ils seraient d'une extrême gravité. Et on a entendu ça en boucle avec le président, par exemple, du groupe d'amitié France-Maroc au Sénat, du groupe interparlementaire d'amitié qui est aussi président de la commission des affaires étrangères au Sénat, qui a fait le tour des médias marocains et des médias de diffamation et des médias liés au palais pour expliquer que c'était une attaque inadmissible contre le Maroc et que toute cette enquête relevait d'élucubrations de journalistes hostiles à Rabat. Autre question soulevée, le lien entre cette opération d'espionnage à grande échelle et les tentatives d'ingérence géopolitique que subissent les pays européens. Selon vos enquêtes et vos renseignements, est-ce que vous pouvez tirer un lien entre l'utilisation le programme espion par le Maroc et les changements de position politique de l'Espagne par rapport au Sahara occidental? Au-delà de la compréhension des faits et de leur chronologie, les deux journalistes ont appelé les parlementaires à se doter et à doter l'Europe d'un cadre légal pour lutter contre ces pratiques. Et toujours à propos du Maroc, le pays a été qualifié d'expansionniste et d'agressif par un expert espagnol en sécurité. Le responsable espagnol accuse le Maroc d'avoir tissé un réseau d'espionnage dans toute l'Espagne. Les détails avec Malika Bellel. Le Maroc est un pays expansionniste et agressif. Ce sont là les propos de Francisco Bendala, expert espagnol en sécurité qui accuse ce pays d'avoir tissé un réseau d'espionnage dans toute l'Espagne et de mener une véritable guerre, non pas militaire, mais une guerre sous diverses formes dans laquelle les renseignements marocains sont le fer de lance. L'expert en sécurité affirmait sur une chaîne de télévision espagnole que le Maroc profitait de l'existence d'un certain nombre de traîtres au plus haut niveau des institutions et des partis politiques espagnols pour les approcher et les corrompre afin de se conformer aux agendas de Rabat et de soutenir ses positions. Selon le spécialiste, l'ambassade, les consulats ainsi que les associations marocaines établies en Espagne sont ainsi utilisées par le renseignement marocain comme centre d'appui pour s'infiltrer et détecter les personnes à corrompre.
Par ailleurs, le journal espagnol Le Confidentiel a révélé dans une enquête détaillée le recrutement d'une journaliste, fille d'un commissaire de police espagnol, par les services de renseignement du Marzén dans l'optique de servir les intérêts du Maroc. D'après le média, la journaliste Barbara Baron recevait de l'argent en contrepartie d'articles édités dans les supports médiatiques espagnols pour soutenir les positions du Maroc, dénigrer le combat des Sahraouis et celui des opposants au régime marocain, ainsi que pour dresser des tableaux idylliques aux responsables marocains. Depuis les révélations sur l'utilisation par le Maroc du logiciel espion de fabrication sioniste Pegasus, la boîte de Pandore de la diplomatie du Marzén a volé en éclats, exhibant à une cadence effrénée l'étendue de la perversité et de la déloyauté du Maroc dans la gestion de ses relations internationales. Sur fond de corruption et d'espionnage, cette diplomatie subit le retour du bâton de ses forfaitures. Pegasus, corruption au Parlement européen, lobbying abject et financé à coups de dizaines de milliers d'euros dans les médias occidentaux, les organisations internationales et les organisations non gouvernementales, le Maroc est en phase de perdre toute crédibilité sur la scène internationale. Et les journées se suivent et se ressemblent au Maroc, des journées marquées par une mobilisation de toutes les franges de la société pour dénoncer l'injustice et réclamer plus de droits. Les détails avec Yamina Saïdji. La situation socio-économique suscite toujours l'indignation de la population. Les manifestations se succèdent et touchent désormais tous les secteurs et toutes les régions du pays. À Casablanca, les étudiants ont organisé un sit-in pour réclamer leurs droits légitimes et dénoncer l'injustice. وأظهرت أيضا رسالة واضحة لا غبار عليها بأن أطر الاتحاد الوطني طلبة المغرب ما زالوا حاملين لمشعل التغيير، لمشعل النضال، لمشعل الذود عن الحقوق وعن الحريات، فتحية لكم جميعا. Les étudiants ont également dénoncé la répression et les arrestations arbitraires dont ils sont victimes. هو معارض سياسي آخر ينضاف لقائمة المعتقلين السياسيين في وطننا الجليل. أولئك الذين فبركت لهم الأجهزة القمعية ملفات واهية من أجل النيل بهم. هذه الملفات التي أصبح القاصي والداني يعرف مدى رداءتها. Le chômage et l'injustice sociale qui touchent la masse populaire poussent les Marocains à investir la rue quotidiennement pour revendiquer leurs droits. Ils sont déterminés à poursuivre leur lutte jusqu'à ce que leurs revendications soient satisfaites. En France, c'est une journée où la démocratie a vacillé. Les manifestants ont dit non à une réforme de retraite qualifiée d'injuste. Les représentants du peuple ont manifesté au sein de l'hémicycle. Un bras de fer sans précédent. La première ministre a engagé la responsabilité de son gouvernement en utilisant le 49.3, bafouant ainsi, selon l'opposition, les traditions démocratiques. Correspondant signé à Afaf Belouchette. La crise sociale en France s'accentue et les premiers signaux étaient donnés dès ce matin. La grève des éboueurs s'est vue réprimandée violemment. Grévistes et élus se sont fait gazer par les forces de l'ordre. À cet instant, nul n'aurait pu penser que ce climat insurrectionnel migrerait vers l'Assemblée nationale française et pour cause. On ne peut pas faire de paris sur l'avenir de nos retraites. Cette réforme est nécessaire. Aussi, sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement. En effet, le gouvernement français fait la sourde oreille à la rue et à l'intersyndicale qui appelait encore quelques minutes avant à voter contre cette réforme. C'est pourquoi l'intersyndicale vous demande avec force, au nom de l'immense mouvement social et populaire opposé au recul de l'âge légal de départ en retraite, de voter contre le projet de réforme.
L'opposition, elle, crie au déni de démocratie. La Première ministre, en annonçant le 49-3, vient de finir d'humilier, de bafouer le Parlement une bonne fois pour toutes. Ce gouvernement, cette Première ministre, n'est pas digne de notre démocratie, n'est pas digne de la République. Dès cette annonce, des centaines de manifestants se sont dirigés spontanément vers l'Assemblée nationale française pour manifester leur colère, encadrée par un dispositif des forces de l'ordre très impressionnant. Sur le plan politique, reste le Conseil constitutionnel, mais la rue, elle, semble déjà avoir opté pour un autre choix. Grève également au Royaume-Uni où des centaines de milliers de personnes, enseignants, conducteurs du métro londonien, mécaniciens, médecins, fonctionnaires réclament des augmentations de salaire le jour même où le gouvernement a dévoilé son budget. Il s'agit selon les médias locaux de la plus importante journée d'action depuis plusieurs années. Depuis des mois, le pays fait face à une vague de mouvements sociaux alors que l'inflation reste au-dessus des 10%. Les Britanniques sont confrontés à une flambée des prix de l'alimentation et de l'énergie. Restons à l'international et allons au Gabon découvrir Noro, une application mobile qui aide à détecter les maladies des plantes. En effet, grâce à un simple scan de la plante, l'application est capable de faire un diagnostic rapide. Vous allez le voir. Reportage de Stevie Oyane. Je suis Noro. Je vais vous aider à examiner votre plant de manioc. Très bien. Non, l'option diagnostic en temps réel. Les agriculteurs pourront désormais conjuguer avec elle. Elle n'est autre que l'application intelligente Noro. Vous voulez certainement savoir qui elle est. L'expert est là pour vous répondre. L'application Noro, c'est une application intelligente qui permet de diagnostiquer les maladies du manioc. Elle a été développée par la Pennsylvania State University qui est en partenariat avec le programme WAVE. Donc, grâce à cette application, nos producteurs agricoles pourront diagnostiquer en temps réel les maladies qui attaquent les plantations de manioc. WAVE Gabon, en voulant permettre aux agriculteurs d'améliorer leur rendement, va distribuer aux concernés des téléphones ayant une technologie de pointe avancée. Dans ces téléphones est directement installée l'application Noro. Comment se comporte cette application dans un champ? Nous avons le téléphone qui est en train de scanner la feuille qui est devant nous et vous constatez que c'est écrit virus de la mosaïque du manioc, mais également acarien vert du manioc. Donc ça veut dire que la plante, en fait, elle peut avoir plusieurs maladies. La plante peut être infectée de plusieurs maladies. Donc la mosaïque du manioc ici, elle se caractérise par les décolorations, les plages de décoloration jaunes ou bien de couleur vert pâle. Sur les autres feuilles, ici plus bas, vous allez constater par exemple qu'il y a ce qu'on appelle des nécroses foliaires, donc des taches qui vont faire sécher les feuilles. Dans ce champ de manioc de Kougleu, département du Komo-Congo, qui nous reçoit, ce jour, un fait attire notre attention. La grosseur de cette bouture de manioc. Elle a même une identité. La bouture s'appelle Matadi. C'est la qualité qui produit des gros tubercules. Matadi, d'abord, c'est un manioc sucré. Tout le monde en veut le Matadi. Tout le monde veut manger Matadi. On peut manger ça en tubercule, on peut manger ça en bâton, on peut manger aussi le cassadan, on peut manger tout même bapala. Il est bon partout. WAVE Gabon, à travers cette campagne de lutte contre les maladies virales du manioc lancée en Toum, donne une nouvelle dynamique à l'agriculture gabonaise, surtout au moment où le Gabon ambitionne atteindre l'autosuffisance alimentaire. Retour en Algérie, un mot de sport pour terminer ce journal. Le Français Paul Hennequin s'est adjugé la 23e édition du Tour d'Algérie de cyclisme au terme de la 10e et dernière étape remportée aujourd'hui à Tizi Ouzou par l'Algérien Youssef Reguigui, décrochant un 3e succès sur le Tour. Sur cette dernière étape reliant Béjaïa à Tizi Ouzou sur un parcours montagneux d'une distance de 122 km. Et ainsi va l'actualité, c'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé vous remercie de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité. Belle soirée.